Qui êtes-vous et de quel droit vous tenez-vous devant la tombe de mon fils? La question, glaciale et directe, déchira le silence profond du cimetière du Père-Lachaise. C'était un crépuscule d'automne à Paris. Les feuilles mortes tourbillonnaient dans le vent froid. Un vieil homme, en costume de tweed gris, fixait d'un regard perçant la jeune femme inconnue qui lui faisait face. C'était Jean-Luc Leroy, 70 ans, président-directeur général du groupe Leroy. Ses cheveux étaient blancs, mais son regard restait aussi acéré qu'une lame. Il se tenait devant la stèle de marbre où étaient gravés les mots « Antoine Leroy ». Face à lui, une jeune femme, tenant dans ses bras 2 nourrissons emmaillotés, tremblait de tout son corps. Son visage était pâle comme un linge, ses yeux rouges et gonflés de larmes. Vêtu d'une simple robe noire, sa silhouette frêle semblait sur le point de s'effondrer. Je m'appelle Camille Lefebvre. Sa voix était aussi fine qu'un murmure, presque emporté par le vent. Jean-Luc Leroy laissa échapper un grognement méprisant et fit un pas en avant. Derrière lui, son secrétaire, M. Bernard, et son chauffeur se mirent aussitôt en alerte, mais le vieil homme leur fit signe de ne pas bouger. « Camille Lefebvre, ce nom ne me dit rien », lança-t-il, son ton aussi froid que la pierre tombale. Chaque mot était une pointe de glace qui se plantait dans le cœur de Camille. Elle serra les dents, une larme silencieuse roulant sur sa joue. Prenant une profonde inspiration, elle rassembla toutes ses forces pour prononcer la phrase qui allait tout changer. « Monsieur le Président, ces 2 enfants. » Elle marqua une pause, sa voix tremblant si fort qu'elle peinait à parler. « Ce sont vos petits-enfants. » Boum! La phrase explosa dans le silence du cimetière comme une bombe. Le visage de Jean-Luc se figea, ses yeux s'écarquillèrent, son corps entier pétrifié, comme s'il venait d'être frappé par la foudre. Monsieur Bernard retint son souffle, et le chauffeur, effrayé, recula d'un pas. Comme s'il sentait la tension ambiante, les jumeaux dans les bras de Camille se mirent soudain à pleurer à plein poumon. Paniquée, Camille tenta de les bercer, mais ses mains tremblaient si violemment qu'elle y parvenait à peine. « Qu'est-ce que vous venez de dire ?» La voix de Jean-Luc était basse, presque un grondement menaçant, comme le calme avant une tempête. Camille leva la tête, les yeux emplis d'un mélange de désespoir et de supplique. « Monsieur Antoine était le père de mes enfants. » Soudain, Jean-Luc éclata d'un rire sinistre qui résonna lugubrement dans le cimetière. Un rire plein de sarcasme et de douleur. « Ah, encore cette comédie !» Il la dévisagea froidement, comme si elle n'était qu'une pitoyable actrice. « Savez-vous combien de femmes sont venues me jouer cette scène depuis la mort d'Antoine? Vous êtes la 5e. La dernière prétendait être enceinte de lui, mais c'était un mensonge. Celle d'avant a présenté un faux test ADN et a fini au poste de police. « Je ne vous mens pas !» s'écria soudain Camille, la voix chargée de chagrin et de colère. Elle déposa délicatement les jumeaux dans leur poussette double, sortit un album photo de son sac et le tendit à Jean-Luc de ses mains tremblantes. « Voici des photos de moi et de Monsieur Antoine. Et les lettres qu'il m'a écrites. » Jean-Luc prit l'album mais ne l'ouvrit pas. Il se contenta de le soupeser froidement. Les photos peuvent être truquées, les lettres contrefaites. Il lui rejeta l'album avec une telle force que Camille manqua de le faire tomber et tituba en arrière. « Écoutez-moi bien, mademoiselle Lefebvre. Que vous ayez été envoyée par quelqu'un ou que vous soyez simplement folle d'ambition, ne vous avisez plus jamais de m'importuner. » Il lui tourna le dos, prêt à partir. « Les enfants s'appellent Charles et Charlotte », lança Camille derrière lui, sa voix brisée mais déterminée. Les pas de Jean-Luc s'arrêtèrent net. Il resta dos à elle, mais ses épaules tressaillirent légèrement. « Quoi ? Antoine m'a dit qu'il les avait nommés ainsi en hommage à votre père, Charles. » La voix de Camille se étrangla dans un sanglot. Il disait que son grand-père était l'homme qu'il respectait le plus au monde. Le silence tomba, seulement troublé par le vent et les pleurs des bébés. Le père de Jean-Luc s'appelait Charles Leroy. Depuis son enfance, Antoine avait toujours idolâtré ce grand-père, répétant qu'il voulait devenir un homme comme lui. C'était un détail intime que très peu de gens en dehors de la famille connaissaient. Lentement, Jean-Luc se retourna. Son regard sur Camille était un tourbillon d'émotions complexes. « Comment savez-vous cela ?»
C'est monsieur Antoine qui me l'a raconté, répondit Camille en essuyant ses larmes, plantant son regard dans celui du vieil homme. Il disait que son grand-père était un homme bon et juste, et il espérait que ses enfants lui ressembleraient. Molitserou, Jean-Luc sentit sa gorge se nouer. Il s'approcha de la poussette et se pencha pour regarder les deux visages endormis. Le nez de l'un des bébés était la copie conforme de celui d'Antoine. Les yeux et les sourcils de l'autre lui rappelaient sa propre jeunesse. Inconsciemment, sa main s'avança pour caresser leurs joues, mais il la retint en plein vol. « Non, je ne peux pas me laisser avoir. » Il retira brusquement sa main, prit une profonde inspiration pour calmer le tumulte en lui. « Monsieur Bernard, appelez un taxi pour cette dame et raccompagnez-la. » Sur ce, Jean-Luc se dirigea à grands pas vers la berline noire qui l'attendait. Camille resta figée, les larmes dévalant ses joues comme un barrage qui cède. « Monsieur le Président, je vous en supplie, regardez-les. » Mais il ne se retourna pas. Monsieur Bernard s'approcha et sortit de son portefeuille plusieurs billets pour un total de 200 €. « Mademoiselle, veuillez rentrer chez vous. » Mais Camille ne prit pas l'argent. Elle s'effondra sur le sol, s'agrippant à la poussette en sanglotant. « Antoine, pardonne-moi, je n'ai pas réussi. » Dans la voiture qui s'éloignait du cimetière, Jean-Luc gardait les yeux fermés, mais les visages des deux nourrissons dansaient sous ses paupières. Et cette phrase de Camille, « Charles et Charlotte », le nom de son père. Antoine lui avait-il vraiment laissé des enfants? Le soleil couchant ensanglantait le ciel de Paris. Le cœur de Jean-Luc était un écheveau de sentiments confus. Alors que la voiture traversait la ville, les néons se reflétant sur les vitres, il ne voyait rien. « Bernard, dit-il soudain, la voix rauque. « Oui, monsieur le président. Faites une enquête sur cette femme. » Il était 20 heures passées lorsqu'il arriva à son hôtel particulier du 16e arrondissement. L'immense demeure était vide, silencieuse comme une tombe. Il se rendit dans son bureau et se versa un verre de cognac, mais le laissa sur le bureau sans y toucher. Sur la table, une photo d'Antoine. Il avait 32 ans, souriant timidement dans son costume. C'était il y a 5 ans, à une réception de l'entreprise. À l'époque, leur relation n'était pas encore si tendue. Jean-Luc prit le cadre, ses doigts caressant le verre froid. « Antoine, m'as-tu vraiment laissé des enfants ?» Il ferma les yeux, et le souvenir de leur dernière conversation lui revint avec une violence inouïe. C'était 1 an plus tôt, dans ce même bureau. Antoine se tenait sur le seuil, le visage pâle, le regard épuisé. « Père, je voudrais vous parler. »« Dis toujours, » avait répondu Jean-Luc sans lever les yeux de ses dossiers. « Je veux quitter le groupe. » Crac. La plume de Jean-Luc s'arrêta. Il releva la tête, son regard glacial. « Qu'as-tu dit ? » ?»« Je veux vivre une vie simple. Je ne peux plus continuer comme ça, » avait murmuré Antoine, sa voix faible mais résolue. Jean-Luc s'était levé d'un bond, frappant la table de sa paume. « As-tu oublié qui tu es ? Tu es l'héritier du groupe Le Roi. Je ne veux pas être l'héritier. » Toi, Jean-Luc, furieux, ne trouvait plus ses mots. Antoine avait inspiré profondément, fixant son père dans les yeux. « Papa, j'ai passé ma vie entière à vivre pour vous. J'ai été premier de ma classe parce que vous le vouliez. J'ai fait HEC parce que vous le vouliez. J'ai rejoint l'entreprise parce que vous le vouliez. Et alors, c'était pour ton bien. Mais je n'étais pas heureux, » avait hurlé Antoine, les yeux rougis. « Je n'ai jamais vécu pour moi-même. Vous comprenez ça? Je ne sais même pas ce que j'aime. » Jean-Luc était resté sans voix. Une larme avait coulé sur la joue de son fils. « Ce que vous aimez, c'est l'héritier du groupe Le Roi. Pas votre fils Antoine. Tu dis n'importe quoi. Je ne suis pas votre fils, je suis votre outil. » Clac. La main de Jean-Luc s'était levée, mais il l'avait retenue au dernier moment. Il s'était regardé, l'air vibrant de tension. « Sors d'ici » avait sifflé Jean-Luc entre ses dents. « Je ne veux plus jamais te voir. » Antoine avait eu un sourire amer. En se retournant pour partir, il s'était arrêté sur le seuil et, sans regarder son père, avait ajouté « Vous le regretterez. Le jour où vous m'aurez perdu, vous le regretterez. » La porte s'était refermée. C'était leur dernière conversation. 3 jours plus tard, sur l'autoroute A6, la voiture d'Antoine percutait la glissière de sécurité. Il était mort sur le coup. Jean-Luc rouvrit les yeux, le visage inondé de larmes. « Antoine, pardonne-moi. » Il s'effondra sur son bureau, les épaules secouées de sanglots,
tel un enfant pris en faute. À cet instant, son téléphone sonna. C'était Bernard. Jean-Luc essuya ses larmes et décrocha. « Monsieur le Président, j'ai les informations. Mademoiselle Camille Lefebvre était aide-soignante à l'hôpital de la Pitié, Salpêtrière, jusqu'à l'année dernière. » Le cœur de Jean-Luc s'emballa. Continuez. Monsieur Antoine se rendait souvent dans cet hôpital comme bénévole. Les caméras de surveillance les montrent ensemble à de multiples reprises. De plus, Bernard hésita un instant. Ses anciens collègues affirment qu'ils formaient un couple. La main de Jean-Luc, qui tenait le téléphone, se mit à trembler. A-t-elle demandé de l'argent? Aucune demande pour l'instant. Elle a simplement dit qu'elle voulait vous remettre l'album photo à nouveau et qu'il contenait d'autres objets laissés par Monsieur Antoine. Jean-Luc resta silencieux un long moment. « Apportez-moi cet album. » Une demi-heure plus tard, Bernard lui apporta l'album en personne. Assis dans son salon, Jean-Luc prit une grande inspiration et ouvrit la première page. Sur la photo, Antoine et Camille étaient assis à la terrasse d'un café littéraire à Saint-Germain-des-Prés, souriant de toutes leurs dents. Jean-Luc n'avait jamais vu ce sourire sur le visage de son fils, un sourire si détendu, si authentique. Il tourna la page, une photo de Camille, le ventre très arrondi. Antoine était agenouillé à côté d'elle, l'oreille collée à son ventre, le visage rayonnant d'anticipation. Sous la photo, l'écriture d'Antoine, « Mes trésors, papa a tellement hâte de vous rencontrer. 20 juin 2024. » La vision de Jean-Luc se brouilla. En tremblant, il tourna jusqu'à la dernière page et y trouva une lettre. C'était Antoine qui l'avait écrite à Camille. « Ma Camille, aujourd'hui, je voulais parler de toi et des bébés à mon père, mais je me suis encore dégonflé. Je sais qu'il s'y opposera. Après tout, tu ne viens pas d'une grande famille. Mais je m'en fiche. C'est toi que j'aime, pas ton milieu social. Laisse-moi encore un peu de temps. Dès qu'il sera de meilleure humeur, je lui dirai tout. Je suis sûr qu'un jour, il finira par t'accepter, parce que tu es la personne la plus douce au monde. Même un cœur de pierre, comme le sien, fondra devant toi. Nos enfants seront si heureux, car ils auront une mère comme toi. Je t'aime, Camille. Antoine. Segan. Sur le papier, une petite tache, la trace d'une larme séchée. Jean-Luc ne put se retenir plus longtemps et éclata en sanglots. « Antoine, Antoine, c'est papa qui a eu tort. » Il enfouit son visage dans ses mains, son corps entier secoué de spasmes. Si seulement il n'avait pas été si froid, si seulement il s'était un peu plus soucié de son fils, si seulement, mais dans la vie, il n'y a pas de si. Épuisé, Jean-Luc s'adossa au canapé, le regard vide. C'est alors que Bernard rappela. « Monsieur le Président, il y a autre chose. Parlez. » Vincent Leroy commence à s'agiter. Jean-Luc fronça les sourcils. Vincent était son neveu. Depuis la mort d'Antoine, il lorgnait avidement sur le poste d'héritier. Que prépare-t-il? Il a fait fuiter l'histoire de Camille Lefebvre aux médias. Il veut en faire un scandale pour nuire à votre image. Le visage de Jean-Luc s'assombrit instantanément. Il veut que les journaux en fassent leur gros titre demain matin. Il se leva, le regard d'une froideur terrifiante. Organisez une rencontre. Demain, 10 heures, je veux voir mademoiselle Lefebvre. Bien, monsieur. Et enquêter sur les récents agissements de Vincent. Je veux savoir exactement ce qu'il manigance. Après avoir raccroché, Jean-Luc s'approcha de la fenêtre et contempla Paris la nuit. Si ces deux enfants étaient vraiment ceux d'Antoine, s'ils étaient vraiment ses petits-enfants, alors il ne laisserait personne leur faire du mal. C'était sa dette envers son fils. Il serra les poings, le regard déterminé. « Antoine, papa les protégera. Cette fois, je ne te décevrai pas. » Dehors, la lune brillait d'un éclat froid. Mais au fond du cœur de Jean-Luc, quelque chose commençait enfin à fondre. Le lendemain matin, 10 heures. Suite d'un palace parisien, le Bristol. Camille entra dans la pièce, poussant la poussette double, les mains moites. Dans la suite, Jean-Luc se tenait dos à la porte, devant une immense baie vitrée, les mains dans les poches de son pantalon. Sa silhouette paraissait solitaire et pesante. Camille s'arrêta, ne sachant que dire. « Asseyez-vous, » dit Jean-Luc. Sa voix était un peu plus douce que la veille, mais toujours distante. Camille s'assit avec précaution sur le bord d'un canapé, les mains crispées sur sa robe. Jean-Luc se retourna
et regarda les enfants dans la poussette. Les deux bébés dormaient paisiblement, leurs petits visages roses, leurs longs cils frémissant légèrement. Le cœur de Jean-Luc se serra. « Comment avez-vous rencontré Antoine ?» demanda-t-il sans détour. Camille prit une profonde inspiration et commença à raconter. « C'était il y a 1 an et demi, au printemps 2023. J'étais en train de ranger un chariot de médicaments à l'hôpital de la Pitié, Salpêtrière. Monsieur Antoine est entré, tenant un petit pot de fleurs à la main. L'image se forma devant ses yeux. Dans le couloir, Antoine, vêtu simplement d'un pull noir, s'accroupissant devant une vieille dame atteinte d'Alzheimer en fauteuil roulant, son regard d'une douceur infinie. « Bonjour, Madame Dubois, comment allez-vous aujourd'hui ? Oh, mon petit-fils est venu me voir. Oui, c'est moi, je suis là. » Il prenait la main de la vieille dame, lui parlant lentement, comme si elle était le trésor le plus précieux du monde. Camille avait été touchée par cette scène. La plupart des bénévoles fortunés ne venaient que pour la photo, mais Antoine était différent. Il était sincère. Plus tard, je portais une lourde caisse et j'ai failli tomber. Monsieur Antoine a rattrapé la caisse. Le visage de Camille rosit légèrement. Il m'a demandé si ça allait. C'est la première fois que nous nous sommes parlé. Jean-Luc écoutait en silence, le regard complexe. Et ensuite, il est venu à l'hôpital 2 ou 3 fois par semaine. Officiellement, c'était pour le bénévolat, mais en réalité, Camille baissa la tête, embarrassée. En réalité, c'était pour vous voir, compléta Jean-Luc. Camille hocha la tête. Nous déjeunions souvent ensemble dans des petits bistrots du quartier. Nous allions nous promener sur les quais de Seine. Ses yeux s'embuèrent. Monsieur Antoine était si doux. Il ne m'a jamais méprisé parce que je venais d'un milieu modeste. Il disait qu'il aimait être avec moi parce qu'il pouvait enfin être lui-même. La gorge de Jean-Luc se serra. « Vous a-t-il parlé de moi ?» Camille releva la tête. « Oui, il disait que vous étiez un homme exceptionnel, qui avait bâti le groupe Le Roi à partir de rien et que vous étiez son modèle. » Le regard de Jean-Luc s'assombrit. Mais il disait aussi. Camille hésita. « Disait quoi ?» Il disait que vous étiez très seul, qu'après la mort de maman, vous vous étiez renfermé sur vous-même, ne vivant plus que pour le travail. La vérité frappa Jean-Luc en plein cœur. Il ferma les yeux, respirant profondément. Il disait qu'il voulait vous rendre heureux, alors il s'efforçait de devenir l'homme que vous attendiez. Mais Camille eut la voix étranglée par l'émotion. Mais il était si fatigué, il voulait juste s'enfuir. Les silences s'installent. Après un long moment, Jean-Luc demanda « Quand êtes-vous tombée enceinte ?»« En mars de l'année dernière. » Le savait-il ? Oui, il était fou de joie. Il avait même trouvé des surnoms pour les bébés, Mon étoile et Ma lune. Camille sourit à travers ses larmes. Il disait qu'à leur naissance, il nous amènerait vous voir, persuadé que vous adoreriez vos petits-enfants. Les mains de Jean-Luc se crispèrent en poing, ses ongles s'enfonçant dans sa paume. « Alors pourquoi ne m'a-t-il rien dit ?»« Parce que vous vous étiez disputés, » dit Camille avec prudence. « Il m'a dit qu'il attendrait que vous vous réconciliez pour vous annoncer notre nouvelle. Il ne voulait pas vous mettre encore plus en colère. » Jean-Luc se détourna, lui tournant le dos, les épaules tremblantes. Mais il n'a jamais eu ce temps. La voix de Camille se brisa complètement. Le jour de l'accident, j'ai vu les informations à l'hôpital. Je n'arrivais pas à y croire. J'ai crié, je suis sorti en courant. Et puis, plus rien. Elle cacha son visage dans ses mains, suffocant. Quand je me suis réveillé, le médecin m'a dit que j'avais failli faire une fausse couche. Je n'ai même pas pu assister à ses funérailles. Jean-Luc se retourna et regarda Camille, dévastée. Il sentit une douleur aiguë dans sa poitrine. Cette jeune femme était aussi une victime. Elle avait perdu l'homme qu'elle aimait, mis au monde ses enfants seuls, et devait maintenant endurer le regard froid du monde. « Pourquoi venir me voir seulement maintenant ?» demanda-t-elle. Camille essuya ses larmes. « Parce que je n'ai plus d'argent. » Elle eut un sourire amer. « Monsieur Antoine m'avait laissé quelques économies, mais avec des jumeaux, tout est parti très vite. Je voulais m'en sortir seule, mais c'est trop difficile. » Elle releva la tête, le regard ferme. « Mais je ne suis pas venue pour l'argent. Je veux juste que les enfants connaissent leur grand-père, qu'ils sachent à quel point leur père les aimait. » Jean-Luc la fixa dans les yeux. Il n'y vit aucune cupidité,
seulement de la sincérité et une immense fatigue. « Nous ferons un test ADN, dit-il. »« D'accord. » Camille sortit aussitôt des documents médicaux de son sac. « J'ai déjà tout préparé. Les résultats seront disponibles dans une semaine. En attendant, vous logerez dans un endroit que M. Bernard vous indiquera. Ne sortez pas et ne parlez à aucun journaliste. »« Entendu. Mais soyons clairs, » reprit Jean-Luc en s'approchant d'elle, le ton sérieux. « Si les résultats sont négatifs, je vous poursuivrai en justice. » Camille hocha la tête. « Je sais, mais je ne mens pas, ce sont les enfants d'Antoine. » À cet instant, le petit Charles se mit à pleurer. Camille le prit aussitôt dans ses bras, le tapotant doucement, mais il pleurait de plus belle. Jean-Luc hésita un instant, puis tendit les bras. « Laissez-moi essayer. » Surprise, Camille lui confia prudemment le bébé. Jean-Luc le prit avec des gestes un peu raides. Charles se tortillait dans ses bras, son petit visage rouge de larmes. « Chut, chut !» Jean-Luc le berça maladroitement, fredonnant une mélodie sans parole. « Calme-toi, mon petit. »« Oui !» Miraculeusement, Charles se calma peu à peu, fixant le vieil homme de ses grands yeux curieux. Jean-Luc baissa la tête vers l'enfant, sentant une tendresse inattendue l'envahir. Quand il était petit, Antoine était pareil. Il pleurait toute la nuit, murmura-t-il pour lui-même. En voyant cette scène, Camille ne put retenir ses larmes. « Appelez-moi Jean-Luc, désormais, » dit le vieil homme, le regard adouci. « Et si les résultats sont positifs, vous m'appellerez papa. » Vezes. Camille porta une main à sa bouche et hocha la tête en sanglotant. Jean-Luc lui rendit Charles et se dirigea vers la porte. « Reposez-vous bien, en cas de besoin, contactez M. Bernard. » La porte se referma. Dans le couloir, Jean-Luc s'adossa au mur, les yeux clos. La sensation de tenir cet enfant dans ses bras était si familière. C'était comme tenir Antoine, nouveau-né, 30 ans plus tôt. « Antoine, est-ce le dernier cadeau que tu me laisses ?» Sa voix était un mélange de regret et d'espoir. Camille s'installa dans un appart-hôtel réservé par M. Bernard. L'espace de 30 mètres carrés était propre et lumineux, mais son cœur était lourd. Car le lendemain matin, le scandale éclata. Héritage les rues, une mère célibataire et ses humeaux s'aimant les troubles. Guerre de succession au sein du groupe Leroy, enfants illégitimes ou arnaques bien montées. Les photos de Camille et des enfants, bien que floutées, faisaient la une de tous les sites d'information. Les articles étaient venimeux. Assise sur le canapé, serrant ses bébés contre elle, Camille pleurait sans pouvoir s'arrêter. Son téléphone n'arrêtait pas de sonner, des numéros inconnus. Elle n'osait pas répondre. Soudain, on sonna à la porte. Effrayée, Camille regarda par le judas. Un homme en costume. « Mademoiselle Lefebvre, je suis Vincent Leroy, directeur financier du groupe Leroy. Je souhaiterais vous parler. » Vincent Leroy. Camille se souvint. Le cousin d'Antoine, celui qui voulait prendre sa place. Elle n'ouvrit pas. « Veuillez partir, je ne souhaite voir personne. » Monsieur Leroy insiste. « C'est dans votre intérêt et celui de vos enfants. » Une carte de visite fut glissée sous la porte. Vincent Leroy, directeur général adjoint, groupe Leroy. Et une note manuscrite. « Demain, 10 heures, au siège. Je vous attendrai. » Camille serra la carte, la main tremblante. Le lendemain, après avoir confié les jumeaux à la garderie de l'hôtel, Camille se rendit seule au siège du groupe Leroy. Elle savait que c'était peu, être un piège, mais pour ses enfants, elle devait y aller. Le bureau de Vincent, au 15e étage, était froid et intimidant. Âgé de 38 ans, il était assis derrière son bureau, un sourire narquois aux lèvres. « Mademoiselle Lefebvre, asseyez-vous, je vous prie. » Son ton était poli, mais son regard glacial. Camille s'assit, tendue. « Monsieur Leroy, que me voulez-vous » Vincent sourit, sortit une tablette de son tiroir et la poussa vers elle. Sur l'écran, un article intitulé « L'arnaque du siècle, la vérité sur la fausse héritière ». L'article déformait son passé, l'accusant d'avoir séduit plusieurs hommes riches. « C'est faux !» balbutia Camille, le visage livide. « Je le sais », dit Vincent en se calant dans son fauteuil. « Mais les lecteurs, eux, ne le savent pas. Demain, d'autres articles de ce genre paraîtront. Après-demain, les chaînes de télévision s'en empareront.
Il marqua une pause, la fixant d'un regard perçant. « Dans une semaine, vous serez la femme la plus détestée de France. » Là, Camille tremblait de tous ses membres. « Pourquoi faites-vous ça ?»« Parce que vous êtes sur mon chemin, » répondit Vincent en se levant pour contempler la vue sur la Défense. « Antoine est mort. La place d'héritier me revenait de droit. Et puis vous êtes apparu de nulle part, prétendant que ces enfants sont les siens, et vous avez réussi à faire douter mon oncle. » Il se retourna, le regard sombre. « Alors, je vais vous détruire. » Camille se mordit la lèvre, les larmes lui montant aux yeux. « Mais je peux vous laisser une porte de sortie. » Vincent sortit un document et le jeta sur le bureau. 10 millions d'euros, signé, et disparaissait. Camille regarda le document, incapable de le prendre tant ses mains tremblaient. En signant, vous reconnaissez que les enfants n'ont aucun lien avec la famille Leroy et renoncez à toute prétention future. Ensuite, vous prenez l'argent et vous refaites votre vie à l'étranger. Vincent sourit. N'est-ce pas une bonne solution? Vos enfants pourront grandir en paix, loin des scandales. Les larmes de Camille coulèrent. Ces enfants sont ceux d'Antoine. Qui s'en soucie? Ricana Vincent. Personne ne se soucie de la vérité. Les gens ne veulent que des ragots. Pensez-vous vraiment qu'une mère célibataire et 2 enfants illégitimes survivront à l'opinion publique? À cet instant, le téléphone de Camille sonna. C'était la garderie. « Mademoiselle Lefebvre, le petit Charles fait une forte fièvre. Venez vite. » Le visage de Camille se décomposant, elle attrapa son sac et se précipita vers la porte. « Mademoiselle Lefebvre, » l'interpella Vincent, « laissez le document, je vous donne jusqu'à demain pour me donner votre réponse. » Sans un regard en arrière, Camille sortit en courant. Vincent la regarda partir avec un sourire froid. « Voyons combien de temps tu tiendras. » Urgence de l'hôpital, Necker enfant malade. Charles avait 39, 5 degrés 16 de fièvre, son petit visage était brûlant. « C'est une angine aiguë, il doit être hospitalisé », annonça le médecin. Camille serrait Charles dans ses bras, le cœur brisé. À côté, Charlotte pleurait. « Maman, est-ce que mon frère va mourir ?»« Non, non, ma chérie », la rassura Camille, alors qu'elle-même était au bord de l'effondrement. La porte de la chambre s'ouvrit. Jean-Luc entra, suivi de M. Bernard et d'une équipe de médecins. « Comment va l'enfant » demanda-t-il, la voix anxieuse. « La fièvre a un peu baissé » répondit Camille, surprise. « Comment saviez-vous »« C'est Bernard qui m'a prévenu. » Jean-Luc s'approcha du lit. « À partir de maintenant, je veux la meilleure équipe médicale pour lui. Il doit se rétablir complètement. » Il se tourna vers Camille. « Vincent vous a contacté. » Camille, stupéfaite, hocha la tête. Le regard de Jean-Luc devint glacial. « Que vous a-t-il dit ?»« Il veut que je signe un papier et que je parte avec de l'argent. » « Où est ce papier ?» Camille le sortit de son sac. Jean-Luc le prit, le parcourut d'un regard rapide, puis le déchira en 1000 morceaux. « S'il vous approche à nouveau, appelez-moi immédiatement. » Il sortit son téléphone et composa le numéro de Vincent. « Ce soir, 20h, chez moi, nous avons à parler. » Après avoir raccroché, il regarda Camille. « Occupez-vous bien des enfants, je m'occupe du reste. » Alors qu'il se tournait pour partir, la petite Charlotte tira sur sa veste. « Papy !» Jean-Luc s'accroupit à sa hauteur. « Qu'y a-t-il, ma puce ?»« Merci, papy. » La petite main de Charlotte serra le doigt de Jean-Luc. C'était chaud et doux. Les yeux du vieil homme s'embuèrent. Il caressa la tête de l'enfant. « Sois sage. Ton frère ira bien. » En quittant l'hôpital, Jean-Luc, assis dans sa voiture, avait le regard déterminé. « Bernard, préparez tous les dossiers. Ce soir, je règle mes comptes avec Vincent. » Le soir même, 20h. Bureau de l'hôtel particulier de Jean-Luc. Vincent était assis dans un fauteuil, les jambes croisées, l'air suffisant. « Mon oncle, pourquoi cette convocation si urgente ?» Jean-Luc, dos à lui, regardait par la fenêtre. « Il paraît que tu as vu Camille Lefebvre. » « En effet, je lui ai charitablement conseillé de ne pas chercher les ennuis. »« Ah et vous ?» Charitablement, Jean-Luc se retourna, le regard aussi tranchant qu'un rasoir. « Faire fuiter de fausses informations aux médias, c'est ta définition de la charité ?» Le visage de Vincent se crispa une seconde, mais il se reprit vite. « Avez-vous des preuves ?» Jean-Luc eut un rictus.
Il prit un dossier sur son bureau et le jeta devant son neveu. « Voici les relevés des virements que tu as faits aux journalistes. Voici tes conversations avec les auteurs de ces articles diffamatoires. Et ça, Jean-Luc sortit un dernier document. C'est la preuve de tes détournements de fonds de l'entreprise. 50 millions d'euros virés sur tes comptes offshore. » Le visage de Vincent devint blême. « C'est un montage. » Montage ou pas, le procureur s'en chargera. Jean-Luc s'approcha de lui, le dominant de toute sa hauteur. « Je te pose une dernière question. L'accident de voiture d'Antoine. Que sais-tu à ce sujet ? » Je ne sais rien. « Parle !» hurla Jean-Luc en frappant la table. Tout le bureau trembla. Terrifié, Vincent recula. « J'ai juste demandé à des gens de le suivre pour savoir ce qu'il faisait. Je ne voulais pas lui faire de mal. » Le suivre ? Les yeux de Jean-Luc se plissèrent. Cette nuit-là, une voiture a forcé le passage à Antoine, le poussant à faire une embardée et à percuter la barrière. C'était tes hommes qui conduisaient, n'est-ce pas ? Le visage de Vincent se décomposa. Ce n'était pas intentionnel. Il voulait juste lui faire peur. Paf ! Le poing de Jean-Luc s'abattit sur le visage de Vincent, qui tomba à la renverse, la lèvre en sang. « Tu as tué mon fils ?» rugit Jean-Luc, les yeux injectés de sang, tremblant de rage. « Mon oncle, je vous jure, ce n'était pas mon intention », supplia Vincent, à genoux, incohérent. À ce moment, Bernard entra. « Monsieur le Président, la police est là. » 2 inspecteurs entrèrent. « Monsieur Vincent Leroy, vous êtes en état d'arrestation pour homicide involontaire et abus de biens sociaux. Veuillez nous suivre. » Le visage de Vincent était couleur de cendre quand les policiers lui passèrent les menottes. « Mon oncle, vous le regretterez. Le conseil d'administration ne vous laissera pas faire. » criait-il en étant emmené. Jean-Luc le regarda partir froidement. La porte se referma. « Monsieur le Président, que faisons-nous maintenant ?» demanda Bernard. « Convoquer un conseil d'administration extraordinaire. Je vais révéler les crimes de Vincent à tout le monde, » répondit Jean-Luc, la voix ferme. « Et les résultats du test ADN ? Quand arrivent-ils ? Dans 3 jours, normalement. Bien. Dès qu'ils arriveront, organisez une conférence de presse. » 3 jours plus tard, le rapport du laboratoire fut livré à Jean-Luc. Assis dans son bureau, ses mains tremblaient si fort qu'il peinait à tenir l'enveloppe. Noir sur blanc, le rapport indiquait taux de compatibilité de 99,987%. La relation biologique de grand-père à petits-enfants est confirmée. Jean-Luc ferma les yeux, respirant profondément. C'était vrai. Ses enfants étaient bien la chair et le sang d'Antoine, ses petits-enfants. Il prit son téléphone et appela Camille. Les résultats sont arrivés. Sa voix était légèrement étranglée par l'émotion. « Ce sont mes petits-enfants. » À l'autre bout du fil, Camille éclata en sanglots. « Merci, merci d'avoir cru en moi. »« C'est moi qui devrais te remercier, » dit Jean-Luc, sa voix s'adoucissant. « Merci d'avoir mis au monde les enfants d'Antoine. »« Papa » murmura Camille. Une larme roula sur la joue de Jean-Luc. « Oui, appelle-moi papa. À partir d'aujourd'hui, tu es ma fille. » Camille pleurait trop pour répondre. « Lundi prochain, je tiendrai une conférence de presse, » reprit Jean-Luc en essuyant ses larmes, le ton résolu. « Je ferai savoir au monde entier que Charles et Charlotte sont les héritiers du groupe Leroy. » Après avoir raccroché, Jean-Luc se leva et regarda par la fenêtre. Le soleil brillait. Antoine, papa a enfin fait quelque chose de bien. Sa voix était un murmure, mais empli de détermination. La veille de la conférence de presse, une nouvelle tempête se leva. Bien qu'arrêtés, Vincent et son armée d'avocats lancèrent une contre-offensive. Ils rallièrent plusieurs membres du conseil d'administration pour demander une réunion d'urgence visant à destituer Jean-Luc de son poste de PDG. « Pour quel motif ?» demanda Jean-Luc à Bernard au téléphone. « Ils prétendent que vous mettez en péril les intérêts de l'entreprise en voulant nommer des enfants mineurs comme héritiers, ce qui pourrait provoquer la panique des actionnaires. » Jean-Luc eut un sourire glacial. « Alors, qu'ils votent !» Le conseil d'administration extraordinaire se tint au siège. Les 12 administrateurs étaient présents, l'atmosphère était lourde. Vincent participait par visioconférence depuis sa cellule, le visage sombre. « Chers collègues, commença-t-il,
Vous avez tous été témoins des récentes décisions de Jean-Luc Leroy. Pour 2 enfants sortis de nulle part, il a défié les médias et m'a même fait arrêter. Plusieurs administrateurs échangèrent des regards inquiets. L'identité de ces enfants n'est pas encore certaine. Et si c'était une arnaque, la réputation et le cours de l'action de notre entreprise seraient ruinés. La voix de Vincent se faisait plus passionnée. Je propose la destitution immédiate de Jean-Luc Leroy et ma nomination à sa place. Quelques administrateurs commencèrent à applaudir. Mais c'est alors que Jean-Luc se leva. Il se dirigea vers le grand écran et y inséra une clé USB. Avant de voter, je vous demande de regarder ceci. Le visage d'Antoine apparut à l'écran. C'était un enregistrement vidéo. Chers membres du Conseil, si vous regardez cette vidéo, cela signifie que je ne suis probablement plus de ce monde. La voix d'Antoine était calme, mais teintée de tristesse. Je souhaite vous informer que mon cousin Vincent Leroy est impliqué dans des détournements de fonds, des falsifications de contrats, et a même orchestré des manœuvres pour me nuire. Toutes les preuves se trouvent dans mon coffre-fort. Antoine marqua une pause. Je ne déteste pas mon cousin, car je sais qu'il a été aveuglé par le pouvoir et l'ambition. Mais j'espère que vous protégerez ma famille. Le regard d'Antoine fixait la caméra comme s'il s'adressait à chacun d'eux. S'il vous plaît, protégez Camille et mes enfants. Ils sont ce que j'ai de plus précieux au monde. Je vous en supplie. La vidéo se termina. Un silence de mort régnait dans la salle. Jean-Luc sortit un second dossier. Voici les preuves des détournements de fonds de Vincent, plus de 50 millions d'euros. Et voici les images de vidéosurveillance montrant ces hommes forçant la voiture d'Antoine à l'accident. Sur l'écran, les images de la nuit fatidique défilaient. La berline noire collant le véhicule d'Antoine, le harcelant, jusqu'à ce que ce dernier, en tentant de l'éviter, percute la glissière. Le visage de Vincent était livide. « C'est de la diffamation, un montage. »« Montage ou pas ?» rétorqua froidement Jean-Luc. « Le procureur enquête déjà. Et tes hommes ont tout avoué. » Il se tourna vers les administrateurs. « Aujourd'hui, votre choix ne se porte pas sur moi ou Vincent, mais sur l'avenir du groupe Leroy. Un avenir fondé sur le mensonge ou sur l'intégrité. » Jean-Luc prit une grande inspiration. « J'admets avoir été un homme qui ne se souciait que de son entreprise, négligeant sa famille. Mais la mort de mon fils m'a appris que la plus grande des entreprises ne vaut rien sans une famille. » Sa voix se brisa légèrement. Camille et ses enfants sont le dernier cadeau qu'Antoine m'a laissé. Je ne permettrai plus jamais qu'on leur fasse du mal. Dans la salle, quelqu'un se mit à applaudir. Puis un deuxième, un troisième. Bientôt, toute la salle fut debout, applaudissant. Le président de séance annonça « La motion de destitution est rejetée. Monsieur Vincent Leroy est démis de toutes ses fonctions, avec effet immédiat. » Jean-Luc, soulagé, retourna à l'hôpital annoncer la bonne nouvelle à Camille. Tenant ses enfants dans ses bras, elle pleurait de joie. « Papa, merci. C'est mon devoir, » répondit Jean-Luc en caressant la tête des jumeaux. Il s'accroupit devant Charlotte. « Tu sais, ton papa était un homme très courageux. » Charlotte cligna de ses grands yeux. « Il est où, papa ?» Jean-Luc montra le ciel. « Là, haut, il veille sur nous. » Charlotte hocha la tête comme si elle comprenait. Dehors, le soleil couchant inondait la chambre d'une lumière dorée. La tempête était enfin passée. Le jour de la conférence de presse, la grande salle de bal de l'hôtel de Crillon était bondée. Journalistes, employés, partenaires et simples curieux attendaient tous la déclaration de Jean-Luc Leroy. En coulisses, Camille ajustait les petits costumes de Charles et Charlotte. « Mes chéris, aujourd'hui, papy va vous présenter au monde entier. Soyez bien sages, d'accord ?»« Oui, maman, » répondit Charles avec conviction. Jean-Luc entra et vit les enfants, si bien habillés. Ses yeux s'embuèrent. « On dirait Antoine, » murmura-t-il. Les lumières se tamisèrent. Un projecteur s'alluma sur la scène. Jean-Luc prit une grande inspiration et s'avança. Un tonnerre d'applaudissements retentit. Il prit le micro. « Mesdames et messieurs, merci de votre présence. » Le silence se fit. Il y a 50 ans, le groupe Leroy n'était qu'une petite entreprise familiale. S'il est devenu ce qu'il est aujourd'hui, c'est grâce au travail de milliers de personnes. Il s'interrompit. « Mais dans ma quête du succès, j'ai perdu ce que j'avais de plus précieux.
Sa voix trembla. Mon fils Antoine Leroy. Le silence devint encore plus profond, seulement ponctué par le crépitement des flashs. Ce n'est qu'après sa mort que j'ai compris que la plus grande des entreprises ne vaut rien sans une famille. Jean-Luc fit un signe vers les coulisses. Camille s'avança, tenant Charles et Charlotte par la main. Les flashs crépitèrent frénétiquement. Je vous présente ma belle-fille, mademoiselle Camille Lefebvre, ainsi que mes petits-enfants, Charles et Charlotte. Jean-Luc s'accroupit et ouvrit les bras. Les deux enfants coururent se blottir contre lui. Des rires et des applaudissements chaleureux s'élevèrent de la salle. Jean-Luc, serrant les enfants contre lui, laissa couler une larme. Il se releva, la voix forte et claire. Ces deux enfants sont le cadeau qu'Antoine m'a laissé. À partir d'aujourd'hui, ils sont les héritiers du groupe Leroy. Un murmure parcourut l'assemblée. Mais je ne les forcerai jamais à reprendre l'entreprise, poursuivit Jean-Luc encore plus fort. Je veux seulement leur offrir un monde meilleur. Il regarda Camille en souriant. C'est pourquoi, dès aujourd'hui, le groupe Leroy allouera 25% de ses bénéfices annuels à la création de la Fondation Antoine Leroy, qui viendra en aide aux enfants issus de familles défavorisées. Wally. La salle explosa en applaudissements encore plus nourris. Jean-Luc souleva Charles dans ses bras. L'enfant riait aux éclats. Aujourd'hui, je ne suis plus seulement un PDG. Je suis avant tout un grand-père. Et je serai un homme dont mes petits-enfants pourront être fiers. Le discours terminé, toute la salle se leva dans une ovation qui n'en finissait pas. Sur scène, les 4 membres de cette nouvelle famille se souriaient. Antoine n'était plus là, mais ils étaient enfin, vraiment, une famille. Après la conférence, Jean-Luc emmena sa famille sur la tombe d'Antoine. L'automne avait paré les arbres du Père Lachaise de couleurs flamboyantes. Camille déposa un bouquet de lis blancs sur la stèle. « Antoine, tu as vu, papa a changé. » Sa voix était douce, pleine de tendresse. Charles déposa un dessin qu'il avait fait. Il représentait une famille avec une grande étoile dans le ciel. « Papa, c'est toi, l'étoile. Tu nous protèges depuis le ciel, n'est-ce pas ?» Jean-Luc s'accroupit et caressa la tête du garçon. « Oui, papa nous protège, toujours. » Le vent souffla dans les feuilles. Jean-Luc leva les yeux au ciel, comme s'il y voyait le sourire d'Antoine. « Antoine, papa a enfin compris. Merci pour le cadeau que tu nous as laissé. » Main dans la main, ils descendirent lentement l'allée. Le soleil couchant allongeait leurs ombres, mais leur cœur était désormais rempli de chaleur et d'espoir. 5 ans plus tard, printemps 2029, le grand bâtiment de la Fondation Antoine Leroy, au cœur de Paris, célébrait son 5e anniversaire. L'édifice était devenu un symbole, aidant chaque année plus de 5000 enfants de familles défavorisées. Camille, 31 ans, se tenait sur scène, confiante et élégante. La Fondation Antoine Leroy n'a pas été créée seulement pour partager des ressources, mais pour partager de l'amour, disait-elle d'une voix chaude et assurée. Mon mari, Antoine, rêvait d'un monde où chaque enfant aurait les mêmes chances. Aujourd'hui, nous réalisons ce rêve. Au premier rang, Jean-Luc, 75 ans, écoutait, les cheveux blancs mais le sourire radieux. À ses côtés, Charles et Charlotte, 6 ans, en petit costume, écoutaient leur mère avec attention. « Papy, maman est très forte », chuchota Charlotte. « Oui, ma chérie, on peut être fier d'elle, n'est-ce pas ?» répondit Jean-Luc en lui caressant les cheveux. Après la cérémonie, la famille monta sur le toit-terrasse de la Fondation. Une statue d'Antoine y avait été érigée, son visage arborant un sourire bienveillant. Sur le socle, une inscription « L'amour est plus fort que la mort ». « Papa est très beau », dit Charles en levant les yeux vers la statue. Camille serra son fils dans ses bras. « Oui, votre père était le plus bel homme du monde. » Jean-Luc, devant la statue, murmura « Antoine, ton rêve est devenu réalité. Papa ne t'a pas déçu. » Scène devant. Une brise fit voler quelques pétales de fleurs, comme une réponse silencieuse. L'après-midi, Charles et Charlotte avaient leur récital de piano. Dans une petite salle de concert, Charles joua une pièce intitulée « Chanson pour Papy », ses notes joyeuses remplissant l'espace. Jean-Luc écoutait, les yeux humides. Le morceau de Charlotte, une composition personnelle, s'appelait « Papa dans les étoiles ». Une mélodie douce et mélancolique flottait dans l'air, chaque note empreinte de souvenirs.
Camille essuyait une larme, le cœur partagé entre le bonheur et la tristesse. Après le récital, ils allèrent se promener au parc des Buttes-Chaumont. Au printemps, le parc était une explosion de couleurs. Charles et Charlotte, sur leur petite bicyclette, filaient devant, leur rire cristallin résonnant dans l'air. Jean-Luc et Camille marchaient lentement derrière. « Êtes-vous heureux, papa ?» demanda Camille. Jean-Luc réfléchit. « Heureux. Tardivement, mais j'ai enfin compris ce qu'était le véritable bonheur. » Ils s'assirent sur un banc, contemplant le coucher de soleil sur Paris. Si Antoine était là, il adorerait cette vue. « Mais Antoine est toujours là, » dit Camille en prenant la main de Jean-Luc. « Dans le rire des enfants, dans notre amour. » Jean-Luc hocha la tête, les yeux à nouveau embués. Le dîner eut lieu chez Jean-Luc. Sa sœur, Hélène, était là. À 77 ans, après avoir pris sa retraite, elle était revenue s'installer à Paris. « Mon frère, comme tu as changé, » dit-elle en souriant. « L'homme d'affaires glacial a disparu. »« Mieux vaut tard que jamais, » répondit Jean-Luc avec un sourire chaleureux. Après le repas, Charles et Charlotte offrirent un dessin à leur grand-père. Toute la famille était représentée avec l'étoile la plus brillante dans le ciel. « Papy, c'est papa, l'étoile. Il nous regarde depuis le ciel, » expliqua Charlotte. Jean-Luc serra ses petits-enfants dans ses bras. « Oui, papa nous regarde, toujours. » Cette nuit-là, après que les enfants se soient endormis, Jean-Luc entra dans son bureau. Les murs étaient désormais couverts de photos d'Antoine, de sa naissance à l'âge adulte. Fixant le dernier portrait de son fils, il murmura « Antoine, papa a tenu sa promesse. J'ai pris soin de Camille et des enfants et j'ai réalisé ton rêve. » Il fit une pause. « Es-tu fier de moi ?» Dehors, les étoiles scintillaient. L'une d'elles brillait plus fort que les autres. Jean-Luc sourit. « Je sais que tu souris. » Camille entra avec une tisane. « Demain, c'est la rentrée des classes pour Charles et Charlotte. Vous viendrez avec moi, n'est-ce pas ? » « Bien sûr, je ne manquerai ça pour rien au monde. » Ils burent leur tisane en parlant de l'avenir. Antoine n'était plus là physiquement, mais ils formaient une famille unie, construisant son futur ensemble. Vers 1 heure du matin, avant de se coucher, Jean-Luc jeta un dernier regard par la fenêtre. Paris, la nuit, était calme et magnifique. Il se dit silencieusement « L'amour fait parfois mal, il est parfois difficile, mais à la fin, l'amour triomphe de tout. » C'était la plus grande leçon qu'Antoine lui avait laissée. Jean-Luc s'endormit, les Keurenpikes. Demain serait un nouveau jour, un jour à accueillir avec la famille qu'il aimait plus que tout.